Merci de nous retrouver ici au Centre international de conférence de Sipopo en Guinée équatoriale. La 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vient de s'achever. Et comme promis sur les antennes de la télévision panafricaine pendant le commentaire tout à l'heure, nous avons maintenant le grand honneur de recevoir sur ce plateau Gilberto da Piedade Verissimo, qui est le président de la commission. Avec lui, nous allons revenir sur ce qu'il faut retenir au terme des échanges entre les chefs d'État. Rappelez qu'il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Il était par exemple question de voir quel serait le texte d'application, notamment de la réforme de cette organisation, afin que celle-ci puisse être le véritable levier quelle doit être de l'intégration communautaire au sein des 11 États membres. Monsieur le Président, merci à vous de nous faire cet honneur. Merci, merci à vous. Alors, on ne va pas passer par 4 chemins. Qu'est-ce qu'on doit retenir au terme de la conférence des chefs d'État de la CEAC après que ceux-ci se soient retirés à huis clos pour délibérer sur l'agenda que leur proposait la conférence des ministres qui a siégé un peu plus tôt ici à Malabo? Oui. Donc, pour dire que d'abord, tous les 11 États membres de la communauté ont été représentés à cette conférence des chefs d'État. Je pense que c'est la première où tous les 11 États sont représentés. Il y a aussi le fait que les chefs d'État qui sont venus à Malabo sont venus avec leurs épouses, les premières dames. Il y a même un chef d'État qui n'a pas pu venir, mais il a envoyé son épouse. Parce que c'est aussi aujourd'hui, le 18 octobre, le 41e anniversaire de la CAC. Alors, vous parlez bien sûr du président Évariste Ndayishimiye et de son épouse Angéline Ndayishimiye qui était bel et bien présente parce qu'en même temps, c'était une édition anniversaire. La CEAC a 41 ans, fondée le 18 octobre 1983 à Libreville, au Gabon. Oui. Il a été comme père fondateur, président Mobutu Sese Seko, du Zaïre à l'époque, président Omar Bongo, du Gabon, président Paul Biya, du Cameroun, président Sassou Nguesso, du Congo, Brazza, président Hissène Habré aussi, sont quelques des pères fondateurs de notre communauté. On pourrait dire que la CAC avait né déjà 2 ans avant, parce que le 18 octobre 1981, à Libreville aussi, ces mêmes chefs d'État, donc par rapport au Tchad, n'était pas président Hissène Habré, il était président Ngokono Edei, mais ils se sont retrouvés avec le président Dos Santos de l'Angola. Ils se sont retrouvés à Libreville et pour échanger sur comment faire avancer la région Afrique centrale. Et à ce jour, ils ont pris la décision de mettre en place la CAC. Ils se sont retrouvés 2 ans après, les mêmes, ce qui avait été remplacé, c'est le président Ngokono Edei, mais les autres étaient là, président Dos Santos, président Mobutu, président Omar Bongo, président Sassou, président Biya. Ils étaient là et à ce jour, ils ont signé les traités fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc, il fait aujourd'hui 41 ans. Donc, président Biya est encore là, est vivant. Président Sassou est vivant. Président Ngokono Edei n'est plus président, mais il est vivant. Ce sont les 3.
sont encore vivants. Et aujourd'hui, on a eu le président Obiangema. Il a eu l'idée, l'heureuse idée de faire coïncider la célébration du 41e anniversaire de la communauté et la tenue de la conférence des chefs d'État. Donc, pour dire que c'est la première fois en 40 ans que les chefs d'État de la communauté se rassemblent en 18 octobre. Donc, le président Obiangema a réussi dans son objectif. On a eu avec nous le président Touadéra, président Sassou Nguesso, père fondateur, président Villanova de São Tomé et Príncipe et président Brice Nguema du Gabon. Alors, vous êtes en train de citer ces chefs d'État qui ont été présents ici à Malabo, ici à Sipopo, à l'occasion de ce, on ne va pas dire seulement 48e anniversaire, mais également à l'occasion de la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, qui est la plus haute instance de l'organisation, celle-là qui prend les décisions et qui la guide sur la voie notamment des missions qui sont siennes, à savoir celle de favoriser l'intégration économique et aussi aujourd'hui la paix et la stabilité dans la région. Alors tout à l'heure on va faire le bilan en parlant bien sûr du chemin parcouru, mais avant cela je voudrais vous ramener une fois de plus, Excellence, à ce qui s'est passé aujourd'hui. On vous a écouté, vous étiez tout à fait clair dans vos propos, vous avez affirmé très clairement que l'objet de la conférence des chefs d'État d'aujourd'hui et surtout du huis clos était la délibération autour notamment du projet de texte d'application que vous avez conçu visant à permettre une mise en place véritable de la réforme de l'organisation qui a été bouclée en 2020. Alors, est-ce qu'au sortir de là, vous êtes satisfait? Pleinement satisfait. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que tous les tests d'application du traité révisé et tous les tests réglementaires de la communauté, tous les tests sur la mise en place de la zone de libre-échange et l'union douanière de la CAC sont approuvés. Les chefs d'État, on a commencé par le comité technique spécialisé, les conseils des ministres et les chefs d'État ont validé tous les tests. Pour dire ça, il n'était pas l'objet principal de la conférence. Parce que la conférence, l'objet principal de la conférence était faire une analyse sur les cadres de la situation politique et sécuritaire de notre région. À la CSC, les chefs d'État tiennent 2 réunions par an. Une des réunions, la deuxième réunion, celle-là, est dédiée à l'environnement de paix et sécurité à la région. Ça a été l'objet principal. Mais les chefs d'État, à la 24e session, sont plantés un objectif de faire approuver tous les tests à cette conférence. Donc, ils nous ont donné la tâche de travailler pour y arriver. Et c'est ça qu'on a fait. Tous les tests ont été travaillés. Le comité technique justice et affaires juridiques qui fait l'analyse sur la conformité juridique de tous les tests qui sont produits par la communauté a siégé pendant 17 jours ici à Malabo, à niveau d'experts et après à niveau des ministres. Donc 13 jours les experts
4 jours les ministres pour regarder tous les tests et pour les présenter à la conférence des chefs d'État. Parce que c'était la tâche que les chefs d'État avaient impartie. Arriver à la 25e session ordinaire avec les tests prêts pour être validés. Et donc, les ministres ont réussi, et les tests sont là. Il a été fait une analyse de la situation, l'environnement politique sécuritaire de notre région. En réalité, c'est le point qui a pris plus de temps. Vous savez, on a la situation politique et sécuritaire de notre région conduit aussi la région à une situation de production de déplacés internes et réfugiés. Vous l'avez dit dans votre discours, d'ailleurs en précisant que le Tchad, de façon ironique, est que la République démocratique du Congo, de façon ironique, est le premier pays producteur de déplacés internes au monde. Alors, vous l'avez dit avec une certaine ironie, peut-être pour limiter un peu la gravité, l'extrême gravité de la situation. Alors, j'ai envie simplement de vous demander, quand on sort de cette rencontre entre chefs d'État, avec aussi les représentants des autres États qui n'ont pas été représentés au plus haut niveau, est-ce qu'au sortir de là, vous avez pu avoir quelque chose entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils se parlent encore? Il y a un cadre appelé processus de Luanda, dans lequel la situation en RDC est appréciée. La particularité de la 25e session ordinaire, c'est qu'elle a pris la décision que dorénavant, toutes les sessions de la conférence des chefs d'État doivent apprécier les niveaux d'évolution de la situation, du traitement sur cette situation. Parce que jusque-là, la conférence des chefs d'État disait que la CSC était observateur. Mais la CSC cherche à être un observateur plus actif. Et donc, à chaque session de la conférence des chefs d'État, la conférence va recevoir un rapport. Donc, pendant telle période, il faut dire que la conférence des chefs d'État se tient à chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Donc la prochaine sera au mois d'avril, ici, aussi à Malabo. Et la conférence devrait recevoir un rapport. Pendant cette période, les Congolais et les Rwandais se sont rencontrés, à quel niveau, qu'est-ce qu'ils ont décidé, comment est-ce que les choses avancent, comment est-ce que les choses évoluent. C'est ça que les chefs d'État ont décidé pendant cette conférence. Vous savez une chose intéressante, c'est qu'à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, qui va se tenir ici à Malabo au mois d'avril, c'est le président Paul Kagame qui va prendre la présidence de la conférence des chefs d'État. Donc, on a eu déjà le président Tshisekedi, un an, on va avoir le président Kagame aussi un an. Donc, il va prendre avril 2025 jusqu'à avril 2026. C'est le président Kagame, le président d'exercice. Donc, peut-être lui-même va faire les comptes rendus à ses homologues, à ses pairs, sur l'évolution du traitement de la situation de la relation entre la RDC et le Rwanda. Une autre chose, jusque-là, à niveau de la CAC, les différends entre la RDC et le Rwanda étaient traités comme une crise humanitaire.
la seule préoccupation était humanitaire. En oubliant que la crise humanitaire est conséquence de la crise politique et sécuritaire. Donc, la conférence, la 25e session, cette fois bien apprécié la situation pour se dire, oui, on va traiter les conséquences, la situation humanitaire, les déplacés, les réfugiés, mais aussi on va regarder les côtés politiques sécuritaires de cette crise. Par rapport au côté humanitaire, la conférence a décidé de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État ici à Malabo les 5 et 6 décembre 2024 pour traiter sur la situation humanitaire, mais l'a dit c'est le président en exercice, mais on doit aussi traiter pendant cette conférence les causes de cette situation humanitaire. Cela voudrait dire revenir et évoquer ces causes politiques. Alors qu'il y a déjà... on est aujourd'hui sous le processus de Luanda. Alors, est-ce que vous voulez par là dire, Monsieur le Président, que ce processus ne suffit plus et qu'il va falloir creuser encore un peu plus? Quels sont les moyens dont disposerait la CEAC dans ce cas-là pour véritablement renverser la donne sur le terrain et faire en sorte que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo? Non. On va garder le processus de Luanda. On va garder le processus de Luanda. Parce que créer un nouveau processus peut-être serait trouver le processus de Luanda sans régler la situation, sans résoudre la situation. Donc, le processus de Luanda est là, sauf que cette conférence de chefs d'État cherche à que le président Lourenço vienne et fait régulièrement aussi un compte rendu à ses pairs sur les processus qu'il conduit au nom de l'Union africaine. Parce que le président Lourenço est un membre de la conférence des chefs d'État. Le président Kagame est aussi membre de la conférence des chefs d'État. Le président Tshisekedi est aussi membre de la conférence des chefs d'État. Donc l'idée, faire venir tous les chefs d'État, particulièrement ces 3 chefs d'État, pour adresser la situation au niveau de la CEAC. Au niveau de la CEAC. Donc, le processus de Luanda ne sera pas touché. Il n'y a pas un intérêt, mais les traités ici en interne aussi. Ça, c'est l'objectif de cette démarche. Alors, Excellence, nous apprenons beaucoup avec vous sur ce plateau concernant les résolutions qui ont été prises au terme donc de cette 25e session, notamment l'adoption, la validation par la conférence des chefs d'État de l'ensemble des projets de texte que vous avez proposés pour pouvoir lancer définitivement la réforme de la CEAC qui a été décidée par ces chefs d'État quelques années plus tôt. Vous venez également de nous annoncer que les chefs d'État vont s'appesantir sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et au mois de décembre prochain, ce sera la fin de l'année très certainement que cette conférence humanitaire qui va être organisée permettra aussi aux enfants de l'Est, de la RDC, pourquoi pas, d'avoir du soutien venant des États de notre communauté. Et vous nous apprenez aussi qu'il y aura un petit volet politique à côté pendant la conférence humanitaire qui viserait ici à mieux parler du côté politique qui est la cause de la crise. Et on espère peut-être qu'avec la présence notamment, avec une présence projetée, pourquoi pas, de Paul Kagame,
et aussi de Félix Tshisekedi, cela pourrait peut-être ouvrir une autre passerelle de discussion, toujours dans le cadre du processus de Luanda, qui est le cadre vis-à-vis duquel aujourd'hui on espère avoir une sorte d'accalmie ou alors de résolution de la situation. Alors je voudrais maintenant que nous puissions, si vous êtes d'accord, évoluer légèrement et parler à présent de la situation sécuritaire globale au sein de notre communauté. Vous avez parlé du Tchad également, avec un peu plus de 2 millions de réfugiés soudanais qui ont traversé la frontière, et le Tchad qui se retrouve aujourd'hui sous pression. Alors, est-ce que vous avez aussi pensé aux autorités tchadiennes actuellement? Oui, la conférence s'est adressée aussi à la situation au Tchad, parce qu'en réalité, les Tchad vivent deux situations. Une situation, c'est les réfugiés que produit la guerre en Libye et la guerre au Soudan, qui rentrent au Tchad. Nous sommes environ 3 millions déjà. Mais il y a aussi les Tchadiens qui sont particulièrement en Libye en tant que mercenaires, mais qui font une nation aussi contre le Tchad. À l'époque, quand se préparait le dialogue national inclusif et souverain au Tchad, ces rebelles ont été approchés par les autorités. Ils ont été invités à joindre les autres pour, dans le cadre du pré-dialogue à Doha. Donc, il y a ceux qui ont accepté, ont parti à Doha et après n'ont pas accepté les conclusions de Doha. Il y a ceux qui n'ont même pas accepté de partir à Doha. Donc, et ces gens continuent à être en danger parce qu'ils font des attaques contre le territoire tchadien. Il y a ça, il y a les réfugiés. La conférence s'est adressée aussi sur cette situation, mais là a traité du côté humanitaire. C'est un des sujets qui sera aussi abordé pendant la conférence des chefs d'État, extraordinaire des chefs d'État, les 5 et 6 décembre 2024. Parce que ces réfugiés, on peut dire au Tchad, sont en plus nombre, sont plus nombreux au Tchad, presque 3 millions, mais il y a aussi la République centrafricaine, les mêmes réfugiés soudanais. Et il y a encore la situation que quelques de ces réfugiés, en réalité, sont des combattants. Ils rentrent avec leurs armes. Donc, la situation est vraiment complexe. Le cas du Tchad, qui a déjà toutes ces situations de réfugiés, il a encore les problèmes de la pluie qui a créé des inondations au Tchad. Et aujourd'hui, presque la moitié de la ville de Djamena est sous l'eau. Donc, il y a vraiment un drame humanitaire dans notre région Afrique centrale. C'est que les chefs d'État veulent adresser à cette conférence de décembre 2024. Nos réfugiés, les déplacés internes, à 80%, je l'ai dit ce matin, sont produits de situations de conflit. Mais il y a aussi le dérèglement climatique, comme a créé les inondations au Tchad, a créé les inondations au Cameroun aussi. Il y a la situation du lac Tchad
qui est en train de disparaître. Tout ça sont aussi causes des réfugiés, des déplacés et du drame humanitaire que notre région est en train de vivre. Monsieur le Président, je propose que nous puissions encore un peu rester sur la situation sécuritaire de notre sous-région et aussi humanitaire, puisque cela a été aussi le cœur des échanges entre chefs d'État lors de cette 25e conférence. Alors, quand on part du Tchad, on voit également l'ouest du Cameroun, avec notamment la menace terroriste séparatiste qui continue à causer des morts dans cette région du Cameroun. Alors, est-ce que vous en avez aussi parlé? Et si oui, quelles sont les perspectives qu'envisagent les chefs d'État de la sous-région vis-à-vis de cette situation? Oui, les chefs d'État de la région ont décidé d'encourager le Cameroun à suivre les mesures qu'ils sont déjà en train d'appliquer, en train de mettre en œuvre. Vous savez qu'il y a eu la conférence politique que le président Biya a organisée. Il y a les plans de reconstruction que le président Biya a aussi mis en place. Il y a vraiment des mesures à caractère social que l'État camerounais a mis en place qui aident à faire face à régler la situation au nord-ouest, au sud-ouest et même à l'extrême nord. Et la conférence a décidé d'encourager le gouvernement du Cameroun à continuer à faire cet effort. Parce qu'on sent que cet effort, la conférence sent que cet effort est en train de donner un résultat. Et le Cameroun a été encouragé à suivre ça. On connaît l'effort financier que l'État camerounais est en train de faire pour appliquer ces mesures. On connaît que jusque-là, plus de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le gouvernement du Cameroun, notamment naturellement avec l'appui de quelques partenaires, pour mettre en œuvre ces politiques à caractère social et qui sont en train de donner un résultat. Donc, l'État camerounais, le gouvernement du Cameroun a reçu le soutien de la communauté et il a été encouragé pour la communauté à continuer à appliquer ces mesures. Monsieur le Président, à côté de la situation sécuritaire de la sous-région, il y a également la question des élections. 2025 va être une année décisive ou alors une année mais alors très importante au sein de la CEAC, avec plusieurs États qui vont être engagés dans des processus électoraux. On peut citer le Cameroun, on peut citer la République centrafricaine, on peut même citer le Gabon, notamment avec le référendum constitutionnel. Alors, est-ce qu'en se retrouvant à huis clos, les chefs d'État ont évoqué cette situation aujourd'hui et quelle est la lecture peut-être qu'ils auraient dressée des perspectives à venir concernant cette question? Oui, les chefs d'État, ils ont adressé cette situation. Cette réunion a été bonne parce que les chefs d'État ont vraiment adressé le cadre politique et sécuritaire de notre région. Ils ont touché tous ces points. Et la Commission a reçu l'instruction de se préparer pour faire l'observation à tous ces échéances électoraux. Donc, il y a cette année le référendum au Gabon, cette année 2024. Il y aura les élections législatives, provinciales et locales au Tchad, cette année, au mois de décembre. Il y aura l'élection en République centrafricaine, l'élection aussi en 2025. Il y a l'élection
au Cameroun à 2025 aussi. Et l'instruction que la conférence a donnée à la commission, c'est de se préparer pour faire une bonne observation. Parce que la conférence s'est préoccupée sur l'état de gouvernance de notre communauté. Parce que c'est aussi la source des conflits. Là où il manque la bonne gouvernance, il y a des conflits. Et son Excellence président Obiang-Nguema, pour deux fois, c'est-à-dire à l'ouverture et à la clôture, il a cité la vision de notre communauté, qui est bien établie dans ces tableaux. Et notre communauté, elle cherche à avoir un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, mais qui est assuré par le développement durable, la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie de la population, la liberté et la justice. Donc cet arbre, il représente la vision de la communauté. Les racines pour arriver au fruit qui est un environnement commun, dans un environnement de paix, sécurité et stabilité, que c'est les fruits, les racines sont le développement durable, la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie de la population, la liberté et la justice. Son Excellence président Obiang-Nguema l'a répété deux fois. Une fois à l'ouverture, autre fois à la clôture. Donc la gouvernance est une préoccupation. Et les élections sont liées à la gouvernance. Là où il y a, vous savez que les élections sont une source de conflit dans notre région, en Afrique en général et dans notre région en particulier. Tout à fait. Donc, les chefs d'État se sont préoccupés de ça. Ils ont dit qu'il faut vraiment faire l'observation électorale. Et nous allons nous préparer en conséquence. Excellence, pour sortir de cet entretien, je voudrais qu'on évoque la présidence actuelle du président Obiang-Nguema Bazogo de la CEAC. Tout à l'heure en salle, vous lui avez rendu hommage. Rappelez que c'est au moins la 3e session ordinaire ou extraordinaire de la CEAC depuis que le président a pris la tête de l'organisation. Alors quand on sait qu'il y a par exemple eu en 41 ans 25 sessions ordinaires, on voit que le président Obiang s'est vraiment impliqué. Alors, de façon générale, quel est le regard que vous portez, même si on n'est pas encore véritablement au terme de son mandat? Pouvez-vous nous dire ici de façon claire ce que vous avez déjà dit en salle tout à l'heure, peut-être pour la gouverne de nos téléspectateurs, concernant l'action du président équato-guinéen pour l'intégration communautaire et surtout pour la résolution des conflits? Rappelez qu'il a pris l'organisation quand le Gabon, qui est le pays qui abrite le siège de la communauté, connaissait une situation politique extrêmement difficile. Il a donné le cadre qui a permis aujourd'hui de normaliser la situation avec le président Oligui de la transition Oligui-Nguema. Et il a aussi permis de voir très clair dans le processus électoral au Tchad, parce qu'il fallait que la communauté, que la CEAC soit stable pour pouvoir jouer son rôle notamment de médiation au cœur de cette situation. Alors de façon générale, quel est le regard que vous portez sur son action? Oui, merci. C'est une bonne question pour dire que le président Obiang-Nguema, pendant le temps qu'il est dans son mandat, il manque encore 6 mois, et il a organisé 3 réunions extraordinaires et 2 réunions ordinaires. 5 réunions. La première réunion extraordinaire en ligne, le même jour qu'il y a eu la prise de pouvoir par les militaires au Gabon, le même jour, le président Obiang-Nguema, en tant que vice-président,
parce que le président Ali était le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président Obiangema était le vice-président de la conférence des chefs d'État. Donc, le président Ali a été déchu et immédiatement, le président Obiangema a pris le contrôle sur la situation. Il a convoqué ses pairs, a invité ses pairs à une réunion qui s'est tenue le même 31 août 2023 en ligne. Après, il a convoqué une autre réunion 4 jours après, une réunion en présentiel, une autre réunion, ça veut dire 3 réunions extraordinaires, et la 24e session ordinaire et la 25e session ordinaire. Et toutes les réunions pendant le mandat du président Obiangema sont riches en contenu. Dans un premier moment, les 3 réunions extraordinaires étaient pour échanger avec ses pairs comment adresser les cadres qui avaient arrivé à la République gabonaise. Et les chefs d'État, y compris le président Obiangema, l'ont fait d'une façon de maître. Ils ont vraiment montré qu'il connaît comment gérer les affaires politiques dans ces États et dans la région. Le président Obiangema, au moment qu'il a pris la présidence en exercice, il a fait une feuille de route pour sa mandature qu'il est en train de mettre en œuvre. Le Forum des affaires de l'Afrique centrale, qui a rassemblé à Malabo presque une centaine des centaines de personnes, parce qu'on a eu 198 entrepreneurs qui sont venus à Malabo dans le cadre de ce forum des affaires de l'Afrique centrale. Il y a la foire, ici derrière, où il y a des producteurs de toute la région, presque tous les États de la région, ont amené des produits. Et aujourd'hui, les chefs d'État ont visité la foire. Dans le cas de la mandature du président, la feuille de route de la mandature du président Obiangema, il a aussi décidé de divulguer ce qu'on appelle les droits communautaires, les dispositions, les traités révisés, les protocoles sur la paix et sécurité dans notre région, les tests sur l'énergie, sur l'éducation, sur l'environnement, parce qu'il y a des tests dans la communauté. Mais presque personne ne les connaît. Et il a voulu combler ces vides. Et il s'est tenu ici aussi les 14 et 15 octobre, le forum sur les droits communautaires, qui a amené à Malabo des praticiens des droits de différents niveaux et de différentes natures, parce qu'on a eu des parlementaires, on a eu des doyens des universités, on a eu des bâtonnières, des ordres d'avocats. Donc,
nous sommes rassemblés pour discuter, pour échanger sur ce qu'on peut appeler les droits communautaires. Dans la feuille de route, le président Obiang Nguema était aussi la finalisation de tous les tests d'application du traité révisé et tous les règlements des organes de la communauté. Aujourd'hui, on a un protocole sur le Parlement de la communauté, on a un protocole sur la Cour des comptes de la communauté, on a un protocole sur la Cour de justice de la communauté, et tous les tests d'application de traité révisé et règlements d'application de traité révisé ont été achevés. Donc, il manque encore 6 mois, mais c'est déjà la réussite pour le président Obiang Nguema, son mandat. C'est un mandat réussi. Excellence, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre disponibilité d'avoir aussi confié cette interview exclusive à Afrique Média au terme d'une journée d'échange riche entre les chefs d'État de la CEAC. On vient de dresser d'ailleurs le bilan de la journée. Merci infiniment. Merci à vous pour l'opportunité de partager cette expérience, d'avoir participé à la réunion, à la conférence des chefs d'État avec ce que voit, ce qu'écoute Afrique Média. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Cet entretien est à présent terminé et comme on vous l'a promis, nous venons de vous proposer le président de la commission de la CEAC, à son Excellence Gilberto da Piedade Verissimo, qui vous a donc dressé les grandes orientations que dressent les chefs d'État des 11 pays membres de la CEAC concernant notamment la paix et la sécurité de la région, concernant également l'évolution de l'intégration économique et aussi de l'intégration sociale. Restez simplement sur Afrique Média, on vous reviendra un peu plus tard, toujours avec beaucoup plus d'exclusivité.